Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que c'est en forme pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, on va découvrir ensemble 5 choses, ou on va dire plutôt aussi 5 endroits les plus maudites au monde. Oui, je sais que la plupart d'entre vous, enfin c'est pas que la plupart, mais il y en a quelques-uns qui croient pas à ça. Mais croyez-moi, en entendant leurs histoires, vous allez être bluffés, choqués et même étonné, hein, voilà. N'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime et partager la vidéo, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. En 1922, l'archéologue anglais Howard Carter fait une formidable découverte. Il retrouve le tombeau intact du pharaon Toutankhamon. Ses ouvriers le préviennent qu'une malédiction est attachée à la sépulture. Ceux qui la violeront mourront. Or, peu de temps après, la presse annonce que les membres de l'expédition sont à tour de rôle frappés d'étranges maladies. Howard Carter possède un canari auquel son équipe s'est attachée. Pour lui, le petit oiseau d'or est un porte-bonheur. Mais quelques jours avant l'ouverture du tombeau, le canari connaît un sort tragique. Un cobra se glisse dans sa cage et l'avale. Le cobra est le serpent de Pharaon, symbole de la royauté. Les ouvriers voient dans l'anecdote un mauvais présage. Malgré les avertissements des ouvriers, Carter et Carnarvon se préparent à ouvrir la première porte. Ils pénètrent dans la sépulture en compagnie de la fille de Carnarvon, Evelyn, et l'égyptiologue Calander. Une première chambre révèle un fantastique trésor, des trônes, des statues de meubles, des chars, armes, tout ruisselle d'or et des pierres précieuses. Dans l'année qui suit la découverte, Lord Carnarvon, à la suite des piqûres des moustiques, est pris de fièvre. Son état empire rapidement, on le ramène au Caire où il meurt le 5 avril 1923. À cet instant précis, toutes les lumières de la vie s'éteignent car les installations électriques ont sauté. La presse qui a déjà eu vent de l'avertissement lancé au moment de l'ouverture du tombeau voit en Carnarvon la première victime de la malédiction. La suite des événements comble les journalistes. Avide des sensationnels, Georges Benedict, égyptiologue attaché au Louvre, meurt après avoir visité le tombeau. Son homologue américain Arthur Mace connaît le même sort. Puis c'est le tour du frère et de l'infirmière de Lord Carnarvon ainsi que de secrétaire d'Howard Carter. Un bien étrange mystère plane au-dessus de la voiture de James Dean, une Porsche 550 Spider, dans laquelle le jeune acteur trouva la mort. Dean était passionné des véhicules et des courses automobiles. C'est la raison pour laquelle il en fit l'acquisition. Il souhaitait participer à une course qui avait lieu à Salinas en Californie. C'est en visitant un garage de Los Angeles qu'il avait aperçu ce bolide et en était immédiatement tombé amoureux. Malgré la fierté évidente de Dean et l'élégance de la voiture qu'il avait surnommée Little Bastard, son ami Nick Adams lui avait dit que sa voiture le rendait mal commode. La nouvelle petite amie de Dean, Ursula Andes, avait même refusé d'y monter. Son ami et acteur Alec Guinness lui aurait même dit, probablement en plaisantant, qu'il se tuerait dans la semaine avec une telle bagnole. George Barris, celui qui avait personnalisé la voiture de Dean et qui devait la racheter plus tard, lui avait même dit qu'elle lui procurait un sentiment bizarre. Mais Dean aimait sa Porsche et il en avait besoin pour la course de Salinas. Il n'y participera malheureusement jamais. C'est en se rendant à cette course, le matin du 30 septembre 1955, qu'il se tua au volant de sa toute nouvelle voiture lors d'un grave accident de la route. Si l'on croit à la légende, le fabuleux diamant connu sous le nom de diamant de l'espoir, le diamant Hope, qui ornait jadis une idole indienne, aurait été dérobé par un prêtre hindou. On raconte que le pauvre prêtre aurait été torturé et mis à mort pour son crime. La pierre précieuse censée porter malheur réapparut en Europe en 1642 entre les mains d'un contrebandier français du nom de Jean-Baptiste Tefernier. Il l'a vendue avec d'énormes bénéfices, mais laissa son fils prodigue dépenser les plus gros de sa fortune. Il devait finir déchiqueté par des chiens enragés en Inde où il était parti reconstituer sa fortune. La pierre entra ensuite en possession de Louis XVI qui la fit tailler à nouveau, la ramenant ainsi de 112,5 carats à 67,5 carats. Cette réduction ne lui ôta pas son sort maléfique. Nicolas Fouquet, qui l'y avait emprunté pour un dîner officiel, fut reconnu coupable de détournement de fonds et emprisonné à vie.
il mourut dans sa prison. La princesse de Lamballe, qui portait souvent le diamant, tomba plus tard sous le coup d'une foule parisienne enragée. Le roi lui-même mourut ruiné et politiquement affaibli. Son royaume épuisé, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui héritèrent ensuite du diamant, finirent leur jour sous le couperet de la guillotine. Le dragonnier de Socotra, appelé l'arbre au sang du dragon, est un arbre endémique qui domine dans les montagnes de Socotra, île de l'archipel yéménite du même nom située dans l'océan Indien. Plus d'un tiers des 800 et quelques espèces des plantes de Socotra ne se trouvent nulle part ailleurs, ce qui rend cet endroit unique en son genre. Le terme dragonnier désigne également les arbres de la même famille des îles Canaries, mais seul celui de Socotra est appelé l'arbre au sang du dragon en raison de la sève rouge qu'il produit. Les habitants de l'île de Socotra voient la résine de sang du dragon comme un remède contre tous les maux, un véritable panacée. Il est utilisé pour les guérisons des plaies, contre la fièvre, les maux de gorge, des intestins, de l'estomac, ainsi de suite. La sève du dragon est depuis le XVIIIe siècle utilisée comme base de vernis par les luthiers. Les amis, si je vous présente le dragonnier de Socotra ou les arbres qui produisent de la sève rouge, car je vis sur YouTube, il y a pas mal de youtubeurs qui vous ont présenté ces arbres autant que d'arbres maudits, que d'arbres maléfiques. Voilà, ils vous ont fait croire que c'est des arbres qui saignent ou c'est des arbres qui coulent du sang, or que non, et non, et non, c'est des arbres tout à fait normaux, sauf qu'ils ont une petite particularité. Voilà, donc ils produisent de la sève rouge, elle est utilisée depuis le XVIIIe siècle. D'ailleurs, je vous ai présenté, c'est une petite remède pour la gorge, pour les plaies, pour la fièvre, ainsi de suite. Donc attention, il ne faut pas croire à tout ce que vous entendez et tout ce que vous regardez sur YouTube. La forêt pétrifiée est située dans le sud-ouest des États-Unis, dans l'état de l'Arizona. Il y a environ 200 millions d'années, la région était recouverte de marécages et elle était traversée par de nombreux cours d'eau. En amont de ces rivières poussaient des grands conifères. De nombreux arbres furent ensuite déracinés par des tempêtes, puis ils furent recouverts par de la boue, du sable et des cendres volcaniques contenant beaucoup de silice. Une fois les arbres enfouis à l'abri de l'air et en quasi-absence d'oxygène, le processus de décomposition s'est arrêté. La silice contenue dans les cendres volcaniques s'est peu à peu insinuée dans les cellules ligneuses et les massifs troncs d'arbres se sont transformés en blocs de pierre. Au cours des différentes ères géologiques, suite à d'importants mouvements de terrain et à l'érosion des couches sédimentaires, les troncs calcifiés et pétrifiés sont remontés à la surface. Les différentes couleurs sont dues à la présence de fer, de manganèse et de carbone. Et aujourd'hui, cette forêt en Arizona est considérée comme la forêt la plus maudite sur Terre. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Et oui les amis, les choses maudites existent. Il y en a qui vont pas croire à ça, j'en suis certain et j'en suis conscient qu'il y en a qui vont pas croire à ça. Mais laissez-moi vous rajouter plus d'arguments à ça. Vous voyez ce qui s'est passé à la tombe de Toutankhamon, le pharaon égyptien. Eh ben écoutez, c'est pas la première chose que ça arrive. D'ailleurs, les trésors des Roumains ou les anciens trésors, ils sont enterrés partout dans le monde. Et croyez-moi, pour les faire sortir, il faut avoir des sorciers. Oui, quand j'ai dit des sorciers, car il y a des gardiens qui surveillent ces trésors et c'est impossible que tu vas les prendre. Et c'est ce qui s'est passé justement pour les géologues qui sont entrés dans la tombe, car il y avait des gardiens qui surveillaient ces trésors et eux, voilà, ils sont rentrés directement, ils ont découvert les trésors, ils ont même pris ce trésor, ils ont même transporté ces trésors et vous avez vu ce qui s'est passé avec eux. Et ben ils sont morts après la découverte, 1 an ou même 3 mois après, ils sont morts. Et croyez-moi, moi j'ai des amis en Tunisie et même partout. Déjà vous pouvez poser la question, même si vous êtes jeune, posez la question à vos parents quand tu lui dis, quand quelqu'un qui va sortir un trésor en Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, un peu partout, est-ce que lui faut vraiment un sorcier? Oui, car ce sorcier là il possède, on va dire, voilà, donc il est possédé, voilà, il est possédé parce qu'il y a du genoun, parce qu'il y a du djinn qui travaille avec lui. Et ce djinn là, c'est lui qui va, on va dire plutôt, va faire fuir les gardiens qui surveillent ces trésors là. Et c'est le moment, et ben c'est le moment où il va lui dire, tiens, tu peux retirer ton trésor. Autant a des gens vraiment qui ont retiré pas mal des trésors, des anciens trésors, des Romains, ainsi de suite, qu'ils ont fait appeler à des sorciers pour les aider. Et le sorcier après va demander soit la moitié du trésor, soit un prix colossal. Croyez-moi que ça existe. Même les présidents,
Les présidents, les grands présidents, ils vous disent rien du tout, mais croyez-moi, les présidents quand ils vont en Afrique, quand ils vont dans le Maghreb ou quoi que ce soit, t'inquiète pas, ils ont ces petites relations pour avoir des petits trésors, quoi que ce soit. Ça, c'est très très bien connu. D'ailleurs, notre ancien Ben Ali, en Tunisie, il a déjà fait ça. Sa femme Leila Ben Ali, elle est déjà même partie au Maroc, elle a déjà... si je vais continuer dans cette histoire, ça va pas finir. Donc voilà, donc après vous pouvez faire votre propre recherche sur internet et vous allez trouver votre réponse. Et croyez-moi que ça existe les amis. Pour ma part, c'est fini la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura plu tout simplement. Un bon petit partage, un bon petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao ciao. Vous êtes tous mes frères et sœurs.